km/h, qui est équipé de caméras et d'un radar. Donc là aussi, on voit encore que ça tombe dans... Ce n'est plus seulement l'apanage des États. Et quand un système commence à tomber aux mains de tout le monde, forcément, le nombre de problématiques auxquelles on va devoir faire face vont augmenter. Parce que là, on ne va pas seulement avoir des problèmes de juridiction, de droit de la guerre ou pas, on va pas seulement avoir des problématiques de respect de la vie privée, mais on s'aperçoit qu'on va doter des groupes, autorisés ou pas, sociétés militaires privées, des groupes terroristes, à se doter de systèmes qui poseront problème. Donc voilà, on a des drones qui sont véritablement, je dirais, bons à tout faire, si vous voulez. Voilà. On a donc ces drones de combat, des drones de transport. Là, j'ai pas mis la photo, mais on a des drones de transport type hélicoptère. On a des drones de transport qui permettent de soulever plusieurs tonnes, par exemple. Donc, c'est pas seulement le tout petit papillon ou moustique, mais aussi des systèmes extrêmement importants qui arrivent et qui permettent justement de gagner en temps, en infrastructure, en logistique, en termes d'hommes. Et c'est là véritablement tout l'intérêt. Aujourd'hui, pour la France, on a une réglementation. On a 2 arrêtés ministériels qui sont en cours de refonte tout doucement avec les événements qui se sont déroulés, qui vont être changés l'année prochaine. Donc ces 2 arrêtés, on a un premier qui est relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord, et le second qui est donc relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans aucune personne à bord, aux conditions de leur emploi et sur leurs capacités requises des personnes qui les utilisent. Bref, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que librement, l'immense majorité des appareils de loisirs, des petits drones que vous pouvez aller acheter pour vos petits-enfants de Noël dans 15 jours, 8 jours, vous pouvez les utiliser librement. Il n'y a pas de loi, il n'y a rien qui vous en interdit. L'idée, c'est qu'ils pèsent moins de 25 kg et qu'ils ne soient pas équipés de caméra. Et il doit rester dans le champ visuel du pilote, très important. Donc, un peu comme un cerf-volant si on veut un petit peu améliorer. Voilà. En revanche, donc, il ne doit pas aller non plus à 15 mètres d'altitude. Il ne doit pas voler à côté d'une zone dangereuse ou interdite. Donc les zones dangereuses ou interdites, la plus connue, celle qu'on parle depuis 2 mois, c'est les centrales nucléaires par exemple. Mais je crois que vous avez une base militaire pas très loin, donc c'est aussi une zone interdite, je peux vous l'assurer. Vous avez Valduc vers Dijon, enfin un petit peu plus haut que Dijon, donc il y a le centre, le commissariat à l'énergie atomique, donc là où on produit les armes nucléaires, donc c'est pareil, c'est des zones interdites. Et si le drone est équipé d'une caméra, là par contre la réglementation va être beaucoup plus contraignante. Que ce soit pour un usage personnel ou professionnel, normalement une autorisation préfectorale doit être demandée. S'il doit voler au-dessus d'une agglomération ou à proximité de personnes ou d'animaux, le vol doit également se faire en vue directe, à moins de 100 mètres du pilote. Il est cependant possible d'effectuer un vol sans vue directe, à condition d'obtenir une autorisation au plus tard dans les 24 heures avant le début du vol. Ça reste quand même très très administratif, très jargon français, et on s'aperçoit donc qu'il y a quand même une certaine liberté, puisqu'on se doute bien que si vous avez envie d'aller faire voler ce type de drone que vous pouvez aller acheter, même pour quelques milliers d'euros, vous n'allez pas, si vos intentions sont belliqueuses évidemment, vous n'allez pas aller demander ce type d'autorisation. On a 7 catégories d'aéronefs télépilotés, je les ai indiquées juste comme ceci, mais je vais pas vous les lire. Donc ils vont du plus petit et du moins capable de faire quelque chose au plus compliqué, au plus important, qui sont dotés d'un certain nombre de systèmes de caméras, d'aller-retour qui peuvent être programmés, qui peuvent donc voler tout seul, changer de destination tout seul à condition qu'ils ont été indiqués. Voilà. Aujourd'hui, le drone, technologie sur le plan civil, a véritablement évolué à tel point qu'il y a une fédération professionnelle du drone civil qui a été créée. L'idée, c'est de regrouper les sociétés qui travaillent, qui utilisent des drones civils, puisqu'on va le voir, c'est extrêmement intéressant. On a des technologies, on a des moyens de réaliser des choses de manière beaucoup plus aisée. Donc il y a eu cette fédération qui s'est créée, qui est en train de travailler sur la mise en place véritable de concepts, de lois, qui aident le gouvernement aussi à travailler sur la réglementation. Donc aujourd'hui, la question est devenue emblématique sur le drone et la sécurité intérieure. On a fait part de cette problématique-là, donc de ces drones qui auraient survolé des centrales nucléaires. Mais il y a 4 mois en arrière, on n'en a pas du tout parlé en France, il y a un petit drone qui allait se poser lors d'une cérémonie à côté d'Angela Merkel. Donc ça a véritablement posé un problème de sécurité auprès de la première personnalité politique allemande, que comme ça, un
drone vienne se poser. Il aurait pu contenir une petite bombe, il aurait pu exploser, il ne contenait rien. Mais on s'aperçoit bien qu'aujourd'hui, le drone demande, enfin la sécurité intérieure doit être complètement refondue avec de nouvelles connaissances, avec de nouvelles anticipations sur le plan du futur, sur le plan de ces technologies qui finalement sont tombées dans l'usage public. Voilà. On a... aujourd'hui, on estime, on pense, puisqu'on n'a pas de visuel, on n'a pas d'image, on n'a pas de photo, on pense qu'il y a eu une vingtaine de survols de centrales nucléaires avec ce type de drone. Alors, c'est marrant parce qu'on a un peu les deux parties pris. On a à la fois ceux qui vous rassurent, ceux qui vont vous dire qu'il n'y a aucune problématique par rapport à un type de centrale nucléaire qui est capable de résister à l'impact d'un drone. C'est-à-dire que si le drone va se précipiter contre une cheminée ou contre un tuyau nucléaire, évidemment, on peut supposer que l'enveloppe de béton qui le protège va suffisamment résister à ce type-là. Ce n'est pas du tout le type de drone que je vous ai montré au départ, qui ressemble à des avions, on va dire. C'est plus des petits drones qui font un petit mètre d'envergure, qui auraient été vus, ou qui auraient eu la capacité de survoler ces différentes centrales nucléaires. Et puis vous avez de l'autre côté des experts. Alors est-ce qu'ils sont là pour crier au loup ou pas? En tout cas, ils posent la question. Qui eux indiquent au contraire que ce type de drones peuvent provoquer des catastrophes, non pas sur le réacteur lui-même, mais sur les générateurs des centrales nucléaires par exemple, qui arrêteraient l'alimentation à l'électricité et donc provoqueraient tout doucement une réaction en chaîne, enfin tout du moins un arrêt du fait de la fin du refroidissement du réacteur, viendrait provoquer une réaction de fusion et ce qu'on a eu un certain nombre de catastrophes comme Fukushima. Les raisons aujourd'hui de s'inquiéter sont assez nombreuses, puisque c'est vrai que, on a du mal à la détecter, que ce soit vrai ou pas, aujourd'hui on ne sait pas. On a certainement un certain nombre de faits avérés, mais il y a certainement aussi un certain nombre de rumeurs. Vous savez, on est un peu dans ce qu'on appelle les légendes urbaines. On croit qu'il y a eu ça. On ne sait pas comment les arrêter parce qu'on ne va pas envoyer une batterie antimissile, quelque chose d'énorme, un missile, pour pouvoir viser un mini système d'armes qui va arriver alors que vous allez voir à moins de 200 mètres peut-être votre centrale nucléaire. Vous n'allez pas pouvoir directement l'abattre avec un fusil parce qu'il va falloir, même si c'est des tireurs d'élite, ça va être très compliqué pour un tireur d'élite de pouvoir le viser. Ça peut se faire mais ça va être extrêmement compliqué. Aujourd'hui on réfléchit à des systèmes de type laser. Les Américains, par exemple, ont mis en point des armes laser, les Chinois aussi, mais ça engendre un certain nombre de problématiques aussi. Il faut pouvoir viser le drone pendant un certain nombre de temps pour qu'il puisse être détruit. Donc, face à cette problématique de drone, en fait, aujourd'hui, l'armée a tendance à faire la muette, parce qu'elle a toujours un peu su faire, en nous rassurant, en nous disant que tout va bien. Mais si on essaye d'aller un peu plus loin que sur la question des centrales nucléaires, puisque c'est ce qui, chez nous, est le plus prégnant et c'est ce qui permet de faire plus souvent les gros titres aujourd'hui parmi les médias, mais on s'aperçoit bien que du fait de la capacité aujourd'hui de pouvoir acheter pour quelques milliers d'euros un drone qui soit équipé ou de quelques grenades par exemple, ou qu'un drone aille déposer sur un lieu précis, dans un lieu dangereux par exemple, des armes, parce qu'il y a une personne à l'intérieur qui voudrait récupérer ces armes, pose véritablement un problème de sécurité intérieure extrêmement important, sur lequel aujourd'hui la France n'a pas directement de réponse. Alors, il y a une officine qui s'appelle le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, qui dépend directement du Premier ministre, qui vient de publier il y a quelques jours un appel à projet flash, c'est-à-dire une demande extrêmement rapide, qui demande justement à des industriels de s'enquérir pour pouvoir protéger ces zones sensibles, de faire des démonstrateurs sur comment est-ce qu'on pourrait protéger des zones sensibles, avec quel type de système, avec est-ce qu'il faut tendre des filets par exemple, des choses extrêmement simples et banales, ou est-ce qu'il faut requérir plus précisément des systèmes d'armes beaucoup plus développés. Si on va un peu plus loin, on élimine cette question de la menace sur, sur la sécurité, puisqu'on aurait un groupe terroriste ou pas qui voudrait créer une catastrophe nucléaire. On s'aperçoit que, si je prends un autre parallèle, au Royaume-Uni, on a eu des incidents extrêmement importants dans l'espace aérien, proche des avions, proche des aéroports. Consciemment ou inconsciemment, des gens qui pilotaient des drones, en fait, ont failli provoquer des catastrophes aériennes. Des pilotes ont dû dévier leur avion, des gros Airbus, des A320, des 747, parce qu'ils ont vu qu'ils allaient rentrer en contact avec des drones. Donc, avant, on avait des faucons
qui surveillaient, où on a encore des faucons qui surveillent les aéroports pour pouvoir aller chasser les pigeons, les grues ou les oies qui venaient par hasard s'arrêter. Aujourd'hui, on est à la recherche de systèmes qui vont pouvoir interdire ces drones de pouvoir pénétrer sur ce type d'espace aérien. Alors, est-ce qu'on doit mettre des systèmes qui empêchent les ondes de communication entre le drone et l'opérateur qui le pilote? Est-ce que ça ne va pas poser des problèmes de communication en interne entre l'avion qui arrive et la tour de communication? On est vraiment en pleine réflexion. Et le problème, c'est qu'on n'a pas d'idée, quoi. Et ça pose un problème de souci. Ça démontre bien qu'on a autorisé, on a libéré un système technologique au départ militaire, qu'on a fait tomber dans le domaine public, sans véritablement réfléchir aux conséquences négatives que cela avait. Si je prends un parallèle avec un autre système, qui est lui au départ une technologie à des fins purement civiles, qui s'appelle une imprimante 3D par exemple. Aujourd'hui on a ce même problème parce qu'on a des gens qui sont capables de fabriquer des armes en plastique grâce uniquement à des imprimantes 3D, ce qui pose aussi un autre problème. Donc on en arrive à l'idée, et c'est là l'importance de la réflexion et de penser aux choses, de quelle est l'emprise de la technologie sur notre vie et sur le futur. Et ça c'est véritablement un problème extrêmement important. Mais si on essaie de finir sur une note un peu plus positive, l'usage civil, donc il y a toutes les missions classiques de surveillance de police. Aujourd'hui, vous avez de nombreuses manifestations qui sont surveillées par des drones, qui permettent de filmer des auteurs d'actions répréhensibles. Vous avez eu les Jeux Olympiques de Londres, les Jeux Olympiques de Pékin, qui ont été également surveillés par des drones pour voir si tout se passait bien, si les mouvements de foule allaient dans le bon sens, pour pouvoir gérer aussi donc ces mouvements de foule et pouvoir les diriger au bon moment. Mais des choses plus légères quand même. Le Tour de France a été pour la première fois filmé par un drone l'an dernier quand il partait de Corse. Vous avez des ouvrages d'art, c'est très pratique finalement. Au lieu de monter une équipe qui va monter un échafaudage ou de devoir demander à des spécialistes de la montagne de monter sur des ouvrages d'art extrêmement importants pour vérifier s'il n'y a pas de fissures dans le béton, si les carreaux sont en place, si tout va bien, vous envoyez un drone autour de cet ouvrage d'art, il va faire le tour de l'immeuble ou de l'infrastructure en quelques heures, il va pouvoir vous retransmettre l'ensemble de ces informations et vous êtes fixé. Vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent, on est dans un système où il faut gagner de l'argent, donc ça va très vite. La thermographie des villes aujourd'hui, vous avez un certain nombre de villes qui ont décidé, pour diminuer leur fracture énergétique, d'employer des drones. C'est-à-dire que le drone va radiographier, en quelque sorte, des infrastructures, des bâtiments publics, et va pouvoir montrer quels sont les points chauds et les points froids. Et ça va permettre rapidement d'avoir une cartographie très très précise et d'éviter d'employer une perte de temps et d'hommes et des systèmes qui ne sont pas forcément très efficaces. Pareil pour la surveillance SNCF. On entend souvent des vols de câbles de cuivre ou des choses comme ça. Voilà, vous avez aujourd'hui des drones qui sont utilisés pour surveiller un ensemble de voies, pour voir si tout est en place. Voilà. Et puis on en arrive à des choses plus légères, la livraison de pizza. Il y a eu une première expérience l'an dernier aux États-Unis, c'est plus un coup de marketing ou de pub, notamment où la société Amazon qui donc livre des livres, enfin, qui livre des livres, qui peut vous envoyer des livres. Voilà. Mais on a aussi tout un usage purement humanitaire, c'est-à-dire que quand on est dans un cadre de catastrophe, vous n'avez plus de route, vous n'avez plus de moyens de communication. Lorsque vous avez la capacité d'envoyer un système extrêmement précis qui va pouvoir être petit, se stabiliser en vol, voir l'état de la route, ou apporter même des médicaments extrêmement importants à un ensemble de personnes qui sont coincées dans un lieu précis et qu'il leur faut pour survivre 10, 12, 24 heures, 48 heures, ça aujourd'hui ce sont des choses qui peuvent être réalisées et qui sont réalisées de façon extrêmement importante. Donc on voit bien qu'il y a cette double notion, la notion extrêmement militaire, la notion de savoir, de s'interroger sur l'impact et l'usage du drone et sur le droit de s'arroger l'autorisation d'aller assassiner des gens, de pouvoir frapper à tout instant. On a cet usage militaire extrêmement important dans un cadre de conflit armé où il faut un système de surveillance et il nous faut des moyens de reconnaissance rapides pour éviter des drames comme le drame d'Uzbin par exemple et pour pouvoir gagner les conflits. Voilà. C'est un terme que j'aime pas trop, mais voilà, pour apparaître, voilà, pour pouvoir gagner. Et puis on a donc tout cet usage civil qui aujourd'hui se développe de façon extrêmement importante. Le marché du drone civil aujourd'hui était 2 milliards, on l'estime à près de 5 milliards dans les 10 prochaines années. On estime qu'à travers le monde c'est près de 300 000 emplois, sachant qu'en France, une société qui s'appelle Parrot est une des leaders mondiales
de la production de drones civils. Donc, en termes industriels, c'est véritablement un atout positif pour un pays de pouvoir développer une filière sur les drones. Donc, voilà ce sur quoi en fait il faut aussi avoir à l'esprit que cette notion de drone n'est pas uniquement négative. Donc voilà le petit drone qui a filmé, je crois que c'est en Corse, la thermographie des villes grâce au DRAC, qui a été faite de façon extrêmement importante. Aujourd'hui, c'est Nancy, si je ne me trompe pas, qui a été filmé par un drone il y a quelques années de façon illégale par un jeune homme. Il s'est arrivé d'un commun accord avec le maire qui a été assez intelligent, je pense, pour comprendre que c'était au contraire une bonne image de pub et que ça allait permettre à sa ville de se développer sur un plan touristique par une vision d'une autre manière de la ville. Et ça, c'est des drones qui sont employés par la SNCF dans le cadre de la surveillance électrique ou même par les sociétés comme EDF, GDF pour aller sur des lieux qui sont extrêmement compliqués à se rendre, pour voir si la végétation pousse ou pas et s'il faut envoyer une équipe pour pouvoir couper la végétation avant qu'elle vienne perturber les câbles électriques. Donc voilà, il faut vraiment avoir à l'esprit cet ensemble de choses sur l'utilité du drone et pas seulement sur un esprit très négatif à l'usage de ce nouveau système qui est nouveau, mais qui a une petite centaine d'années en réalité, mais qui est nouveau véritablement dans l'utilisation. Voilà, je suis à votre disposition pour vos questions. Je vous remercie beaucoup. Je vais commencer, je vais prendre le mode davantage. Comme on entend souvent parler, Bill Gates de Microsoft disait que dans 20 ans, l'emploi serait massivement diminué par tout l'apport de ces technologies. Qu'est-ce que vous en pensez justement? Que va devenir l'homme avec tous ces moyens techniques qui sont plus efficaces que nous? Non, alors ils ne sont pas plus efficaces, mais sauf que c'est des nouveaux métiers qui sont créés. Il faut le voir dans ce sens-là. Aujourd'hui, on a la voiture, donc on n'a plus besoin, ou beaucoup moins besoin d'hommes qui vont mettre des fers à cheval sur les chevaux, justement. Donc on les a remplacés. Là, l'avantage, c'est que justement, on a une technologie qui est à notre portée, qui va pouvoir nous apporter qui est censé, si elle est bien utilisée, un bien-être. Toute la question après de savoir si on l'utilise pour le bien-être de l'homme ou si on l'utilise à des fins uniquement très mercantiles ou à des fins uniquement militaires, comme c'est le cas. On imagine bien que, je crois que c'est hier soir, il m'a semblé voir sur une chaîne de télé, on commémorait, j'avoue que j'ai perdu, je crois que c'est les 10 ans du tsunami qui s'est déroulé en Asie du Sud-Est. On imagine bien que s'il y avait eu ces types de technologies, plusieurs dizaines de drones, qui aient la capacité d'apporter rapidement à des groupes de personnes isolées des moyens pour survivre, ça aurait permis à ces personnes plus facilement de survivre, ou ça leur a permis de subir moins les effets de cette catastrophe. Aujourd'hui, quand on a des personnes qui sont en haute altitude et qui sont coincées sur certains sommets, on réfléchit à pouvoir envoyer des drones directement plutôt que d'envoyer un escadron de gendarmerie qui va risquer sa vie aussi. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller les sauver, ça veut juste dire que dans des conditions extrêmement dangereuses, si on perd un drone, c'est pas très grave, que si on va perdre 4 bonhommes pour aller en sauver 3 autres, ça pose quand même un problème de conscience. Donc on a aujourd'hui une possibilité d'aider l'homme, on a une possibilité de créer de nouveaux emplois, véritablement, pour le bien-être de l'homme. Juste, il faut savoir quelle direction on va donner à cet ensemble de nouvelles technologies. Voilà. Bon, ben, je laisse la parole. Tous ces asservissements qui sont automatiques, je dirais, dans toute station d'industrie, surtout nucléaire, les drones à tout moment peuvent perturber. Donc demain, il faudra peut-être revenir à des systèmes d'asservissement mécanique pour la sécurité. Hypothèse d'école. Si vous voulez, on n'a pas pris en compte, voilà, on est resté sur... quand les centrales nucléaires françaises ont été créées dans les années 60-70, principalement les 80, évidemment, ce n'était pas une menace qui était pensée, puisqu'elle n'existait pas. Elle n'était pas à la portée. Aujourd'hui, c'est une menace qui doit être repensée. C'est-à-dire que c'est pour ça que la sécurité intérieure doit être repensée, doit être pensée dans le futur. C'est-à-dire qu'on doit s'enquérir de savoir qu'est-ce que dans 20 ans ou 30 ans, puisque c'est des systèmes, les centrales nucléaires, qu'on soit pour ou contre, elles sont là en tout cas, qu'il faut protéger. Et on a besoin de les protéger pour 20 à 30 ans. C'est-à-dire qu'on ne doit pas seulement créer un système pour protéger tout de suite en matière de sécurité, parce que la technologie fait qu'elle avance toujours de plus en plus vite.
Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est véritablement face à une problématique où on essaye de vous sortir à la fois le côté vous inquiétez pas, tout va très bien. On peut développer, on peut envoyer en l'air. Ça c'est vrai, en quelques minutes on va envoyer en l'air. On a 24 heures sur 24, on a des chasseurs français répartis sur dans deux coins de la France qui peuvent rallier en 3 minutes l'hexagone. Le problème c'est qu'un Rafale ou un Mirage 2000, s'il doit abattre un drone qui est gros comme ça ne va pas aller. C'est trop petit pour lui. Un hélicoptère, un Alouette avec un tireur d'élite à son bord, il va pouvoir le rallier, mais ça reste compliqué pour le tireur d'élite. Il va pouvoir peut-être le viser, mais ce n'est pas dit qu'il va pouvoir l'abattre directement. Donc, on est sur des véritables problématiques de sécurité. Comment faire face à ça aujourd'hui? Bah oui, voilà. C'est ce que je pensais. Et ça, sachant qu'on a toujours voulu protéger les réacteurs de catastrophe, c'est moins en tout cas ce qui est annoncé par EDF, mais il y a d'autres systèmes au sein de la centrale nucléaire qui ne sont pas forcément protégés et qui peuvent poser un problème. C'est tout cet asservissement, tous ces nouveaux asservissements qu'on peut facilement, je dirais, perturber avec un drone de l'extérieur. Oui, Donc demain, il faudra peut-être créer plein d'emplois pour mettre des systèmes d'asservissement mécanique. C'est possible. Je ne sais pas, c'est l'hypothèse d'école. Oui, oui. À retenir. Le drone, comme toute autre découverte au fil des temps, c'est quand même un progrès. Quand les radars ont été créés, les bases étaient militaires. Maintenant, c'est une aide qu'on ne peut plus se séparer pour l'aviation. Quand le nucléaire, ça a commencé par une catastrophe, et maintenant on a quand même des retombées du nucléaire dans l'électricité, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, dans la médecine. Donc oui. Il ne faut pas focaliser le drone comme quelque chose de négatif. Non, je ne dis pas qu'il faut le focaliser comme quelque chose de négatif. Non. C'est là où, justement, on doit en revenir à ce que c'est l'homme qui est derrière, et c'est l'homme qui décide d'appuyer ou pas sur le bouton. Comme le téléphone. C'est la grande différence avec je dirais, la politique militaire française et américaine, où aujourd'hui, on n'est pas dans ce type de politique à dire on va vers l'utilisation de drones armés pour aller assassiner des gens. À la différence des États-Unis qui pratiquent cette politique. C'est pas le système d'armes qui est remis en cause. On est quand un pays fait la guerre, il fait la guerre, donc il y a des morts, et il faut faire en sorte que ces morts restent militaires, et pas civils évidemment. C'est juste la façon d'utiliser le système d'armes qui pose problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on utilise ce système d'armes à outrance. Les Américains l'utilisent à outrance, n'essaient pas de savoir, ne font pas véritablement la distinction, ou préfèrent être certains d'avoir tué une cible ou des cibles potentiellement terroristes, quitte à assassiner en même temps des femmes, des enfants et des populations civiles. Et c'est ça la grosse différence qui fait que, voilà, on doit toujours raisonner, c'est le pouvoir politique qui donne l'injonction, et c'est donc le pouvoir politique qui donne le bon sens de la technologie. Parce que, évidemment, la technologie en soi, elle est super pratique, comme je montrais l'exemple pour les problématiques humanitaires, ou lorsque vous allez envoyer un drone dans le ciel pour thermographier une ville aujourd'hui pour faire des économies sur le plan de la chaleur, ou lorsque vous allez protéger certaines zones ou voir s'il y a des failles sur des ouvrages d'art, comme l'ouvrage d'art, le viaduc de Millau par exemple, c'est extrêmement compliqué et ça nécessite forcément chaque année à un moment donné de vérifier si les piliers n'ont pas de problématique de fissures, des choses comme ça. Vous envoyez un drone dans le ciel, en quelques heures, vous avez la radiographie complète du pilier que vous demandez ou de l'ensemble de l'ouvrage d'art, alors que si vous devez mettre des hommes, ça va être très très long, coûteux et dangereux. Donc, évidemment, ce n'est pas la technologie en soi qui est remise en cause, c'est l'utilisation par l'être humain. Mais dans certains cas, on a des groupes, on ne sait pas si c'est un groupe terroriste ou pas, en tout cas, on a des personnes qui peuvent être amenées à faire quelque chose de dangereux. Et puis, dans d'autres cas, on a des politiques qui sont amenés à faire des choses qui sont répréhensibles sur le plan de la légalité internationale. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir véritablement conscience. On a toujours les États-Unis qui se conduisent comme des cow-boys, depuis 39-45 après. Sont toujours conduits comme des cow-boys. Quand ils sont arrivés en Normandie, ils n'ont pas beaucoup d'estime. Auprès des villageois proches. On est quand même bien content de les trouver en 44 et en 17. Oui, allez demander aux villageois là-bas à côté. Ouais, mais je pense qu'à l'époque, on avait une grosse différence. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas il y avait une absence réelle de capacité à viser pleinement les objectifs. Ouais, c'est ça. Et qu'il est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même cette capacité-là, mais qu'il faut toute proportion garder. On arrive quand même avec des missiles. Vous savez, aujourd'hui, j'ai souvent la tête dans les rapports parlementaires et on parle souvent de missiles extrêmement précis. Mais un missile
précis à 10 mètres ou à 15 mètres, effectivement, c'est plutôt précis, mais si à côté de ça, vous avez une école, voilà. Mais une fois encore, même si je suis plutôt partie des gens qui souhaitent véritablement mettre en avant tout le temps l'action diplomatique et l'action militaire où vraiment un ultime recours, quand c'est dans un cadre de guerre, malheureusement, il y a des populations, et on voit bien aujourd'hui de plus en plus de populations civiles qui sont victimes. Et ce type de système d'armes-là, il y a eu, je tiens à indiquer, près de 5000 morts, c'est 5000 morts civiles, et c'est énorme. Je ne sais pas quelle est la population de Saint-Sauveur ou Dans les 2000. Voilà. 200. Donc c'est ça quand même qu'il faut se représenter quand même. Voilà. Mais l'avantage des drones, c'est également très important pour tous les feux de forêt. Je pense que d'ici 10 ans, on verra plus. Voilà, les pompiers commencent à s'équiper effectivement de ce type de système-là qui permettent de détecter directement les feux, qui permettent d'aller sur zone pour voir l'importance du feu, qui permettent de rapporter des renseignements extrêmement précis et de savoir quels sont les moyens qu'il faut apporter. Parce que c'est ça aussi, on imagine déjà aujourd'hui des drones qui sont porteurs d'eau, par exemple, pour les pompiers. Quand c'est en flanc de montagne ou des choses comme ça, mais qu'on sait que ça va aller rapidement partir sur la vallée, ça peut être extrêmement intéressant. Donc voilà, le drone est véritablement une technologie en soi positive, mais il est vrai que tout dépend de la façon dont l'être humain, puisque tout repose sur nous, décidera d'utiliser cette technologie. Voilà, mon stylo, je peux écrire ou je peux aller le planter dans le dos de quelqu'un. Comme toutes les nouvelles technologies. Oui, mais comme toute technologie, c'est une certitude, comme toute technologie. On appelle ça des utilisations farfelues, on va dire. Un peu quoi. Si vous voyez quelqu'un qui va avoir un drone avec une plus petite caméra pour voir la femme qui est en train de faire un brossage, je sais pas. Oui, oui. Non, mais ça va rentrer dans le domaine là. Alors on a la, Des utilisations. et là on a la problématique du droit à la vie privée. Et c'est vrai que par rapport à ça, on a un certain cadre réglementaire assez important qui a été créé du fait de l'équipement aujourd'hui d'un certain nombre de villes qui sont équipées de caméras de surveillance, par exemple. Donc là-dessus, les lois vont se reposer aussi sur ce genre de choses. Après, il faut aussi toute proportion garder, estimer que dans la globalité, les populations qui se dotent, qui décident d'aller acheter un drone pour se faire plaisir, ne vont l'utiliser uniquement que pour se faire plaisir, c'est-à-dire par plaisir de pilotage du drone, par plaisir d'aller faire des photos en haut d'une montagne parce qu'ils sont à côté d'un sommet, des choses comme ça. Donc il faut aussi... voilà, c'est toute proportion gardée. Mais on a un risque qui existe, qui a été démontré avec les centrales nucléaires, même si aujourd'hui on n'a pas la certitude que chacune des centrales, puisque c'est depuis le 5 octobre, il y aura une vingtaine de passages au-dessus de 20 centrales, on n'a pas la certitude complète. Voilà, ça démontre bien que toutes les technologies peuvent être les technologies à forte potentialité de catastrophe, la centrale nucléaire, hein, mais ça peut être aussi, à Lyon on a ce qu'on appelle le port Édouard Herriot qui est un port pétrolier par exemple. J'imagine bien que s'il y a un drone qui va se précipiter, ou si on a un essaim de drone qui va se précipiter sur le port pétrolier, ou même pire, on a un laboratoire P4, c'est un laboratoire de bactériologie et de virus extrêmement important, en plein cœur de la ville de Lyon. Si vous avez 15 drones qui vont se précipiter à l'intérieur, évidemment ça va poser des problèmes de sécurité extrêmement importants. Bon, voilà, je crois qu'aujourd'hui on est peut-être dans l'obligation, et c'est ça en fait que nos hommes politiques n'ont pas pleinement compris, dans l'obligation de penser que tout est possible en fait. Et non plus que ah non, ça ne peut pas arriver. Aujourd'hui, les différentes catastrophes industrielles et militaires nous ont bien prouvé que dans différents types de régimes politiques, autant l'Union soviétique qui a un régime politique particulier, qu'aujourd'hui le système politique japonais, qui a aussi une autre conception de la vie et qui a une application des lois et qui a une honnêteté ou qui fait en sorte du respect de l'autre, extrêmement important, font que tout est aujourd'hui possible en termes de catastrophe. Le tout petit drone peut être porteur de virus. Pourquoi pas? Why not? Peut-être d'autres personnes qui veulent poser des questions. Dans le domaine du droit international, comment on se pose? Est-ce que ce drone est considéré comme un aéronef? Non. Oui, le drone est considéré comme un aéronef. Le drone est considéré Il comme peut un être aussi considéré comme arme. Alors, c'est ce que je disais, quand c'est en termes de droit de la guerre, le drone est considéré comme une arme et comme un aéronef pouvant porter des armes ou un simple aéronef qui porte des systèmes de reconnaissance. Donc c'est pas ça qui pose problème. C'est dans ce qu'on appelle l'autre,
le deuxième cadre légal, c'est-à-dire celui de la légitime défense qui pose problème. C'est-à-dire comment est utilisé ce droit à la légitime défense sur le plan international. Sachant qu'aujourd'hui, on fait peser une menace sur l'ennemi de manière permanente, sur l'ennemi ou sur la personne que l'on suppose être des ennemis. Et le troisième problème, c'est sur l'autorisation que l'on se donne à survoler des zones, des territoires étrangers, à traverser des territoires étrangers sans en demander l'autorisation. Puisque quand je pense justement. Voilà. Quand un avion civil traverse un territoire étranger, il a une autorisation de traverser. Quand on va en Suisse, on a l'autorisation, l'avion a le droit. Quand c'est un avion militaire, parce que ça arrive que des avions militaires britanniques, par exemple, pour aller bombarder la Syrie, traversent l'État français, ils demandent l'autorisation à la France. Et la France accepte ou a le droit de refuser. Les Turcs, pendant un certain temps, ont par exemple refusé que les avions américains traversent leur territoire pour pouvoir aller bombarder certaines zones. Et bien là, en fait, ce système-là, il ne demande pas l'autorisation, ou du moins l'État qui l'utilise, les Américains en l'occurrence, ne demande pas l'autorisation lorsqu'ils sont à 22 ou 23 000 mètres de latitude. Donc, par rapport à ça, ils sont en défaut de la légalité internationale. Ça, c'est une certitude. Voilà. Est-ce qu'il y a des plaintes déposées justement? Pas réellement, non. Le Pakistan a énormément protesté, mais le Pakistan a joué longtemps sur un double jeu entre les années 98 jusqu'en 2010, c'est-à-dire que à la fois il avait besoin de l'aide américaine parce qu'il leur apportait sur le plan technologique, sur le plan militaire un certain nombre de choses. En même temps, ils étaient payés par les États-Unis puisqu'ils autorisaient le passage sur leur sol d'armement et d'infrastructures pour rejoindre l'Afghanistan. Et en même temps, pour nous montrer une certaine face forte et pour montrer qu'ils étaient un État de droit vis-à-vis de leur population, ils étaient obligés de protester pour montrer qu'ils n'étaient pas d'accord sur le fait que des Américains ou qu'une puissance étrangère en tout cas viennent bombarder sur son territoire, parce que c'était quand même le cas. Donc le Pakistan a longtemps joué ce double jeu, mais n'a jamais déposé de plainte sur un plan international auprès de la Cour internationale de justice, par exemple. Vous parlez de droit de survoler. Bon, est-ce qu'il y a une altitude au-delà duquel il n'y a plus de surveillance? Nos satellites, quels qu'ils soient, il faut tout le tour de la Terre et passe au-dessus de tous les pays sans demander autorisation aux pays qui sont dans le... Non, mais là on est dans un cadre spatial qui est totalement différent en fait. Oui, voilà. Ils peuvent très bien, voilà. Plus tard... Alors voilà, aujourd'hui les Américains ont ce fameux X-37B, donc c'est un pur nom de code, qui ressemble à une petite navette type Challenger, je ne sais pas si vous avez en tête cette petite navette, qui est restée pendant près de 300, presque une année complète dans l'espace, et qui était donc à usage de drones, de reconnaissance, qui a réalisé un certain nombre d'actions, et qui pose aussi un problème en termes de futur emploi et de militarisation de l'espace spatial. L'espace spatial, il n'y a aucune loi qui... non. De ce rôle qui interdit si vous voulez, on sait que l'espace est militarisé, c'est-à-dire que dans l'espace, vous avez des systèmes de satellites militaires, donc ils ont une action militaire, mais il n'y a pas d'armement dans l'espace aujourd'hui. Aujourd'hui, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, voilà, jusqu'à preuve du contraire, les États qui ont la capacité d'envoyer ou de réaliser des technologies militaires importantes, donc il n'y en a pas 150 sur la planète, c'est les États-Unis, la Russie, la Chine aujourd'hui, n'ont pas indiqué qu'elles avaient dans l'espace des armements à proprement parler. Voilà. Qu'est-ce que l'on fera s'ils arment? Eh bien, on rentrera certainement en termes de bataille juridique internationale pour voir s'il est possible ou pas d'éviter que ces armes restent dans l'espace. Voilà. Mais ce sera sans doute trop tard, puisque une fois que l'action est réalisée, en fait, voilà. C'est pour ça que par rapport aux drones, je vous disais, on arrive dans un quatrième temps où on va donner aux drones la capacité de décider tout seul d'aller frapper. Donc c'est ce qu'on appelle les killer robots. Il y a une campagne internationale qui est engagée avec un certain nombre de pays. La France est engagée positivement et soutient cette campagne internationale avec différentes ONG à travers le monde comme Amnesty International pour éviter que ce type d'armes ne se développe. C'est-à-dire qu'on travaille avant la réalisation de ce type d'armes et c'est véritablement ce qu'il faut faire aujourd'hui pour instaurer justement une réglementation internationale pour éviter que ça puisse être réalisé. Monsieur ? Par rapport au vol des drones, est-ce qu'il y a des paliers d'altimétrie comme l'aviation Oui, vous avez différents types de drones, je vous le disais, les premiers drones... Sur le plan technique, quoi. Oui, vous avez donc les mini-drones qui vont voler à quelques centaines de mètres, les drones mâles qui vont voler donc entre 6 et 12 000 mètres,
Et puis après les drones à haute altitude qui vont voler à peu près à 23 000, à plus de 20 000 mètres d'altitude. Donc voilà, vous avez des capacités pour chacun d'eux à avoir la capacité de voler plus ou moins haut. Évidemment, l'intérêt à chaque fois, c'est d'être sûr et certain de ne pas pouvoir être détruit. Plus vous volez haut, plus vous passez les frontières fictives aériennes, plus vous pouvez passer et pouvoir être non détecté en fait par les radars ennemis. La volonté des Américains de créer des drones de type haute altitude a été faite à la suite des différentes actions. Vous savez, ils avaient cet avion espion, le U-2. Et il y avait eu un avion espion U-2 avait été abattu par les forces soviétiques. Et c'est à la suite de ça, en fait, ils ont eu cette volonté, toujours dans cet esprit de ne pas laisser d'hommes au sol, de pouvoir, et puis plus vous volez haut, plus ça pose des problèmes aussi pour l'être humain quand même, de pouvoir résister à la pression et puis à différentes choses. Donc ils avaient eu cette volonté de pouvoir créer ce système de drone volant à très très haute altitude et de pouvoir rester de manière indéfinie à la limite de la frontière spatiale. Et c'est pour ça aujourd'hui, à d'autres égards, ce système-là est extrêmement intéressant. Par exemple, surveiller l'espace arctique, aujourd'hui c'est ce que font les Russes, est extrêmement intéressant. C'est un territoire qui est tellement vaste que vous ne pouvez pas décider d'aller mettre 3 plantons tous les 500 mètres ou tous les 10 km. Voilà. L'intérêt, c'est de pouvoir prévenir des catastrophes. Dû au fait du réchauffement climatique, il y a de plus en plus de bateaux qui commencent tout doucement à passer à côté de leurs côtes au niveau de l'espace arctique. Donc c'est de pouvoir prévenir des catastrophes, de pouvoir surveiller ce qui se passe. Donc en soi, là encore, la technologie, s'il est utilisée à des fins civiles ou militaires de surveillance, de façon réfléchie et humaine, dans le respect de la légalité internationale, est extrêmement intéressant. D'accord. Merci. En fait, tout repose sur l'homme. Mais toujours. Vous roulez à 90 km/h, c'est parfait, mais si vous roulez à 90 km/h dans une zone limitée à 30, ça posera un problème. Et si ça se développe vraiment aussi bien au niveau militaire que civil, il va falloir établir des circuits de vol. C'est l'une des problématiques aussi. C'est pour ça qu'on a des zones qui sont interdites, les zones type dangereuses, que ce soit les centrales nucléaires, les bases aériennes, des choses comme ça. Mais il est interdit aussi de survoler proche d'habitations, par exemple. Donc il est évident que ça engage la réglementation et le respect de cette réglementation. Aujourd'hui, on réfléchit, puisqu'on sait que l'homme n'est pas toujours très conscient ou ne veut pas toujours respecter certaines choses. Aujourd'hui, il y a un dialogue qui est fait directement avec les producteurs de drones. C'est-à-dire qu'au sein des drones sont désormais insérés des programmes dans lesquels sont indiquées les zones à ne pas aller. C'est-à-dire que le drone ne pourra pas aller survoler un territoire ou une zone aérienne. Oui, Là, mais sans ça, il faudra bien. Oui, mais maintenant de plus en plus c'est inséré au sein des programmes des drones. C'est-à-dire qu'ils ont cette technologie qui sont insérés dans, pardon, je me répète, cette technologie qui est utilisée pour éviter justement que le drone aille survoler ces différents territoires. Oui, mais il y aura des territoires interdits où Oui. il ne faudra pas aller, mais en dehors de ces territoires, Vous aurez la liberté de pouvoir utiliser votre drone. oui, mais il va y avoir des tamponnements là. Hein. Oui, on peut imaginer qu'on n'est pas encore dans un monde saturé d'utilisation de Parce qu'on drones. a 50 ans. 50 ans, moi, j'en aurai 90 et je vous... Écoutez, il faut espérer qu'il y aura une bonne réglementation, on aura trouvé d'autres systèmes qui permettront de réglementer ce genre de choses. Non, je pense qu'il ne faut pas non plus se surinquiéter. C'est pour ça qu'il y a la réglementation qui était en vigueur va être revue justement. C'est pour ça qu'il y a un dialogue qui est fait avec les fabricants de drones à usage civil, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui va se développer de façon extrêmement importante. Parce qu'il y a un marché, parce qu'il y a de l'emploi, parce qu'il y a des technologies qui sont positives, et que c'est dans ce sens-là où on avancera justement vers un meilleur respect des réglementations. Là, aujourd'hui, on va doter tout doucement les voitures, par exemple, d'alcotest, pour pouvoir ne pas les utiliser si on a un peu trop bu d'alcool. Voilà, aujourd'hui, on va doter les drones de plus en plus de systèmes qui leur interdiront, ils sauront par eux-mêmes qu'ils n'auront pas le droit d'aller sur certaines zones. Ça ne veut pas dire encore, si l'esprit de l'homme est un peu perverse, qu'il ne va pas pouvoir déjouer ça. Mais je crois qu'à ce niveau-là,
on ne peut rien faire. Et ces drones, techniquement parlant, ils sont mus par quoi? Par une batterie Batterie électrique. solaire? Voilà, il y a des batteries, il y a différents types de batteries solaires ou principalement à hélium qui permettent de faire avancer. Silencieux. Voilà. Alors tous ne sont pas silencieux. En général, les petits drones sont les plus bruyants. Exactement. Hein, sont les Ah plus oui. bruyants. C'est ce qui permet aussi de les repérer à l'approche. Ils ont une hélice, ils ont... Oui, voilà, ce sont des hélices. Ce sont des hélices. Alors après, vous avez différents drones plus évolués, bien évidemment, qui sont dotés de réacteurs, de différentes choses. Mais voilà, les drones que l'on trouve aujourd'hui dans le commerce et qui peuvent faire l'usage tout à chacun, ce sont des drones avec des petites hélices. Voilà. Qui se rechargent en quelques heures et qui ont une capacité d'autonomie assez faible, hein, qui va de 2 heures à 4 heures grand maximum. Voilà. Mais une fois encore, on peut supposer que dans le futur, tout ceci va être amélioré pour avoir un maximum d'énergie, pour pouvoir aller plus loin, plus vite et pour pouvoir survoler plus longtemps. Mais là, c'est un constat. L'autre fois, ils ont montré à la télé un reportage où il y avait des photos qu'ils ont pris avec un drone. C'est vrai que c'est des endroits qui ne pouvaient pas aller, même pas à pied, quoi, même pas. Oui. C'était impressionnant comme visuel. C'était sur la Réunion ou dans la Réunion, je crois. Mais c'était un super reportage. Mais par exemple, aujourd'hui, vous avez différentes éruptions volcaniques à travers le monde. Ouais. Des drones sont employés par des chercheurs Oui. parce qu'ils savent qu'ils peuvent aller au plus près, voir l'évolution du cratère du volcan, voir des choses que, évidemment, l'être humain ne pourrait pas aller. Donc, c'est pour ça que ça a véritablement un aspect très très positif en termes de technologie et de recherche et d'apport pour la qualité humaine qu'il ne faut pas omettre. Voilà. Donc, outre tout cet aspect évidemment militaire, qui a aussi des aspects positifs pour les forces armées. Et nos anciens avions militaires, est-ce qu'ils sont remis en cause dans cette... Alors ça, c'est le futur. Aujourd'hui, par exemple, Dassault, qui est le producteur national de nos avions de chasse, donc qui produit le Rafale, qui a 25 ans aujourd'hui, tente de se positionner sur le futur. Et la question des militaires n'est pas encore totalement tranchée, c'est qu'est-ce qu'on va avoir dans le futur? Est-ce qu'on va conserver véritablement, est-ce qu'on aura toujours un pilote dans l'avion? Ou est-ce qu'on va seulement avoir un système qui va être autopiloté ou par lui-même parce qu'on lui aura donné la fonction, ou parce qu'on aura un pilote qui sera assis dans un bureau quelque part dans un centre parisien? C'est le futur et cette question n'est pas encore foncièrement et pleinement tranchée. On peut supposer qu'on aura les deux options dans le futur, où on aura véritablement un avion qui aura les capacités, un drone qui aura véritablement les capacités d'un avion de rester en l'air extrêmement longtemps, qui sera probablement armé et qui aura potentiellement une capacité de décision sur certains objectifs. Aujourd'hui, par exemple, on a des munitions, des obus qui tirent des petites munitions qui s'appellent les bonus et qui ont à leur sein un programme qui détecte, qui ont la capacité de savoir si ce sur quoi ils vont aller frapper, c'est un char ou si c'est un groupe de population civile. Mais le problème, c'est qu'il peut aller frapper aussi un camion, savoir si c'est un camion militaire ou si c'est un camion qui transporte une population civile. La distinction est encore compliquée à être faite. Mais voilà, on a ce genre de détection et de capacité d'autodestruction qui peuvent être réalisées. Mais Dassault se pose véritablement la question du futur. Voilà. C'est principalement une question de contrat et d'ambition politique, là aussi, qui permettra à Dassault d'avancer ou pas vers ce choix-là, sachant qu'il y a une dizaine d'années, Dassault et d'autres n'avaient pas fait le choix du drone parce qu'ils étaient focalisés uniquement sur la mise en œuvre du Rafale principalement. Voilà. Donc c'est pour cette raison-là qu'on achète aujourd'hui aux États-Unis. Vous parliez de protection, de la peur des populations qui ne sait pas très bien où le drone va envoyer son missile. Est-ce que justement les ennemis ne peuvent pas opter pour une stratégie où ils vont déguiser plus ou moins le matériel militaire et favoriser la frappe des civils pour faire passer le pays ennemi pour un boucher finalement? Oui, bien sûr, mais c'est bien pour ça qu'aujourd'hui aussi on a un certain nombre de frappes qui font que les populations civiles sont victimes. Parce que ces terroristes ou ces personnes qui sont recherchées et qui sont visées se mettent dans des zones à population. Ah oui, il y a la population. Voilà. Donc c'est bien ça qui pose problème. Alors même si on a aujourd'hui des capacités de frappe dites métriques, il engendre que lorsque vous détruisez un immeuble en plein milieu d'un quartier résidentiel, il y a des grandes chances pour qu'à un moment donné, vous ayez une population civile qui passe à côté, qui sont directement victimes.
Donc oui, ça pose pleinement la problématique aujourd'hui de repenser les moyens de réaliser la guerre pour diminuer le nombre de ce que l'on appelle, dans le jargon militaire, et ce qui est un mot totalement horrible, dommages collatéraux. Voilà. Donc il est évident que ça pose beaucoup de problèmes. Ça pose beaucoup de problèmes. C'est ce que disait à la première guerre du Golfe déjà. Ils mettaient les casernes au milieu des écoles, ou bien Oui, mais si vous voulez... ils tiraient des tomahawks qu'ils étaient obligés de toucher. De toute façon, vous savez, le principal centre de commandement de Paris, il est en plein milieu de la capitale. Donc si jamais on était victime d'une attaque, il est évident que les différentes... alors plus à côté du ministère de la Défense aujourd'hui, c'est l'Assemblée nationale, où vous avez quelques immeubles aussi, enfin vous avez un certain nombre de choses. Il est évident que la population civile serait aussi frappée. Voilà. Lui, le faisait exprès. Oui, c'est toujours été et ça le sera forcément toujours. Voilà. La population civile est d'une certaine manière tout le temps impactée du fait des guerres. Là, il faut bien voir que la politique américaine aujourd'hui est de pouvoir rechercher la personne et lorsqu'on l'a ciblé, c'est d'aller le tuer. Quelles qu'en soient par moment les conséquences qu'il peut y avoir derrière. Le poids que peut transporter le plus gros drone qui existe par rapport à soit en ravitaillement, soit en armement Je vais vous dire ça parce que j'ai plus le chiffre en tête. Il peut emporter jusqu'à 3 tonnes, ça s'appelle le K-Max. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc vous voyez, ça, on arrive quand même à des poids et à des capacités d'emport extrêmement importantes. Ça peut permettre d'arriver à... Oui, c'est plus gros qu'un moustique, vous avez raison. Ça peut permettre d'apporter une infrastructure extrêmement lourde, des moyens de locomotion de manière directe. Donc c'est véritablement l'intérêt aussi de ce type de drone. Aujourd'hui, les Américains sont arrivés il y a un peu plus d'un mois pour la première fois à faire apponter un drone sur un de leurs porte-avions, ce qui démontre aussi un niveau de technologie extrêmement important. Ça veut dire que maintenant, un porte-avions pourrait être capable d'envoyer un drone surveiller la zone autour de lui pour sa propre sécurité. Donc ça veut dire qu'on peut aussi diminuer le nombre d'avions. Ça veut dire que le porte-avions peut emporter beaucoup plus d'avions destinés à des frappes, ou peut être réduit de par sa taille, les futurs porte-avions dans le futur. Donc voilà, on arrive aujourd'hui à créer des drones qui ont des capacités extrêmement intéressantes. Oui. Oui, 3 tonnes, ça fait quelques kilos. On peut également s'en servir comme moyen de transport en ce moment-là. Ça peut être une ambition dans le futur. Ça peut être une ambition dans le futur. Aujourd'hui, on est plus sur la volonté de transporter des choses. Et je ne sais pas si on va tout de suite franchir l'idée de se mettre dans un système sans pilote. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des systèmes sans pilote, si vous voulez. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de métros à travers le monde qui sont sans pilote. Il y a eu un certain nombre de préambules ou de dialogues par rapport à ça. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à mettre 10, 20, 30 hommes sans pilote dans des futurs drones qui vont les amener? Potentiellement, pourquoi pas? Voilà. Mais on n'en est pas encore à ce stade-là. Aujourd'hui, voilà. Là, on parle de drones aériens, mais par rapport aux drones sous-marins, il y a des eaux territoriales. Autrement dit, les drones sous-marins, en dehors des eaux territoriales, n'importe qui peut y aller sans... Mais même dans les eaux territoriales, beaucoup de gens, des fois, y viennent. Oui, non, mais il n'y a aucune réglementation. Dans les eaux internationales, vous avez le droit de naviguer. Donc vous pouvez envoyer, comme nous, la France, on envoie nos sous-marins, par exemple. Aujourd'hui, on sait que du fait des tensions qu'on a avec la Russie, les Russes aiment bien en ce moment venir frelater le long de nos côtes, par exemple. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils rentrent directement dans les eaux territoriales, mais un sous-marin étant sous l'eau, n'étant pas quelque chose de visible, il n'est pas impossible que par moment, il y ait des forces sous-marines étrangères, mais qui ne soient pas forcément étrangères russes, hein, ça peut être des forces étrangères américaines ou britanniques, voilà. Il y a 1 mois et demi, les Suédois, en parallèle, les Suédois ont cherché un sous-marin qui était venu dans leurs eaux territoriales. Il semble que c'était plus un sous-marin néerlandais que russe, par exemple. Ils n'ont pas demandé l'autorisation. Mais les drones sous-marins sont aussi extrêmement intéressants. Un, pour la protection, effectivement, des côtes. Le Brésil, par exemple, qui a 8500 km de côte, a décidé de se lancer dans un programme extrêmement coûteux de se doter de sous-marins. Aujourd'hui, il y a une réflexion pour dire, et si on se dotait finalement de drones,
coûterait beaucoup moins cher, serait certainement beaucoup plus efficace et rapide que d'attendre 2025-2030 pour être équipé d'un certain nombre de sous-marins. Vous avez aussi tout ce qui est au niveau des chantiers sous-marins qui sont réalisés, qui pourraient être extrêmement pratiques. Les barges de pétrole aussi, lorsqu'elles ont des incidents pour vérifier si les amarres sont correctement mis ou pour vérifier si les jonctions sont réalisées, c'est extrêmement pratique. Donc on voit aussi que là, il y a aussi toute une technologie positive qui pourrait être et qui va être utilisée dans le futur. Mais là, ce qui est au niveau des drones sous-marins, on est vraiment dans les préambules. Ça fait 5-6 ans à peine qu'on commence à avoir les premiers, les démonstrateurs commencent à terminer leur première mission et on commence à se doter tout doucement de moyens technologiques ouvertement avérés, qui ont des capacités. Plus de questions. Comment a-t-on détecté ces drones parce que c'est pas très très grand pour certains, ces drones qui surveillaient les centrales nucléaires? Enfin, ou qui surveillaient, le potentiel, on pense. Hein. La question aujourd'hui, c'est comme on n'a aucune image, aucune vidéo, on n'a que du témoignage, c'est de savoir si tous les témoignages. Voilà, si tous les témoignages sont bien réels. Voilà, s'ils sont tous fiables. Oui, ça peut donc, être, apparemment, il y en a un certain nombre qui sont fiables, mais de savoir si c'est bien une réalité sur les 20 centrales qui ont été survolées. Uniquement par observation visuelle. Voilà, pose question. Il n'y a aucun moyen de surveillance de pouvoir détecter. Alors aujourd'hui, non, on n'a pas réellement de moyen de détection. On n'a pas, parce que c'est tellement petit. Voilà, c'est tellement petit qu'un radar ne va pas pouvoir les écouter. Voilà, c'est ça. Donc c'est principalement du visuel aujourd'hui qui va pouvoir permettre de savoir ou pas s'il y a un engin qui vient surveiller une zone. Donc ça demande aujourd'hui aussi la nécessité de reconcevoir des systèmes radars qui ont la capacité de détecter les ondes qui sont envoyées entre le drone et le pilote, par exemple, pour pouvoir ça. Parce que vous bien voir que effectivement, il y a une communication entre celui qui pilote et le... Aujourd'hui, avec un simple smartphone comme ça, s'il a un programme adapté, on peut piloter un drone. Donc ça ne nécessite pas non plus des moyens extrêmement importants. On peut imaginer la personne dans une voiture qui va piloter le drone et qui va être à quelques centaines ou quelques petits kilomètres et qui va par conséquent ne pas être repéré. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a cette problématique de sécurité. Alors est-ce qu'elle est